Quand ils disent que nous avons des valeurs partagées avec Israël, ils ne parlent pas de démocratie et de droits de l'homme. Je veux dire, Israël n'a jamais été un État qui exemplifiait cela. Ce n'est pas une démocratie. C'est un régime d'apartheid. C'est un régime autoritaire, oppressif. Une grande partie des personnes qu'il contrôle vivent sous une dictature militaire. Une grande partie des personnes qui ont le droit de faire partie de la société ne sont même pas autorisées à rentrer chez elles depuis la diaspora. Donc, ça n'a jamais été une démocratie. Cela ne pourrait jamais être une démocratie, à moins d'abandonner l'idéologie sioniste et de dire « oui », comme je l'ai toujours préconisé. D'ailleurs, nous avons besoin d'un État démocratique laïque, unique, avec des droits égaux pour les chrétiens, les musulmans et les juifs. Mais cela ne se fera pas parce que cela efface tout le projet, qui est un projet idéologique complètement différent. Le soutien enthousiaste pour cela est dû à des valeurs négatives partagées, comme le colonialisme, comme la suprématie blanche, comme la domination de l'Occident sur le reste de la planète. Bonjour à tous, ici Pascal des études de neutralité. Et aujourd'hui, je parle avec Craig Mokhiber, l'ancien directeur du Bureau des droits de l'homme au siège de l'ONU à New York, qui en 2023 a quitté l'agence publiquement en raison des atrocités déjà en cours à Gaza et de ce que la plupart d'entre nous reconnaissent aujourd'hui comme le début du génocide de Gaza. La situation sombre et horrifiante en Palestine, ainsi que le rôle du droit international, sont ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Alors Craig, bienvenue. Merci Pascal. C'est un plaisir d'être avec vous. Ravi de vous avoir ici, parce que comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes l'une de ces voix qui osent s'exprimer. Et vous mettez également les choses dans un contexte de droit international, ce que j'apprécie beaucoup. Bien qu'il y ait des gens qui disent que la situation actuelle montre que le droit international n'a pas d'importance, je ne serais pas d'accord. Mais vous travaillez dans ce domaine depuis 30 ans. Pourrions-nous peut-être commencer par votre évaluation de la situation? Avez-vous déjà vu quelque chose qui ressemble à la situation actuelle en Palestine? Je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais vu une situation qui ressemble à la situation actuelle en Palestine. Et je n'ai jamais vu une situation, non seulement pendant mes 32 ans à l'ONU, mais aussi pendant mes plus de 40 ans dans le mouvement international des droits de l'homme, où tout le régime juridique international, tout le système international des droits de l'homme était si précaire et rendu si précaire par la situation même dont nous parlons en Palestine. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des décennies difficiles, où même l'ONU, du moins les bureaux politiques de l'ONU, a abandonné ce qui était l'approche plus principielle envers la Palestine, une approche basée sur le droit international, une approche basée sur les droits de l'homme internationaux. Tout cela au nom de cette ruse d'Oslo, ce processus politique amorphe qui n'a jamais été destiné à et n'aurait jamais pu apporter la justice au peuple palestinien, du moins pas dans un sens juridique ou moral. Ces périodes étaient également très difficiles, car la communauté internationale avait perdu le fil. Ils ont oublié les droits du peuple palestinien pendant toutes ces années. Mais vous savez, il y a une histoire avant Oslo, qui couvre toute la période, depuis le début de l'ONU, ou la destruction de la Palestine lors de la Nakba, et la fondation de l'État d'Israël. Jusqu'à ce qu'Oslo commence, vous aviez en fait une communauté internationale très concentrée sur les droits du peuple palestinien, leur droit à l'autodétermination et l'opposition à la colonisation de la Palestine, ainsi qu'au sionisme en tant que forme de racisme et de colonialisme. Tout cela a été relégué au second plan et au-delà par le processus d'Oslo, qui, je pense, était exactement, tactiquement, ce que beaucoup de ses sponsors voulaient qu'il fasse.
mais nous en sommes sortis. Oslo a été laissé depuis longtemps dans l'oubli. Ce que nous voyons maintenant est l'aboutissement d'un processus de plus de 80 ans de génocide contre le peuple palestinien, perpétré non seulement par leurs colonisateurs israéliens, mais aussi par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres États complices. Dans ce processus, il y a eu le démantèlement intentionnel de ce qui était un ordre juridique naissant, mis en place brique par brique depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc non, je n'ai jamais vu un moment comme celui-ci dans ma vie. C'est une évaluation très triste, mais nous devons parler du rôle complexe des Nations Unies dans tout le processus, car toute la fondation et la reconnaissance légale d'Israël à l'ONU, ainsi que la reconnaissance de la Palestine, et ensuite la reconnaissance des territoires palestiniens comme occupés, et ainsi de suite après 67. Cela est toujours intimement lié à l'ONU, y compris une agence spéciale, l'UNRWA, qui était censée être un réseau d'aide pour les Palestiniens. Il y a donc toujours eu ces deux côtés, n'est-ce pas? Et quelle est votre évaluation de la complicité ou de l'implication, appelons cela implication, de l'ONU dans toute cette catastrophe? Eh bien, l'ONU a eu une relation schizophrénique avec la Palestine depuis le tout début. C'est parce que chaque fois que vous parlez de l'ONU, je rappelle toujours aux gens qu'il faut préciser de quelle ONU vous parlez. Si vous parlez des couloirs politiques et de certains des organes intergouvernementaux, ils ont été entièrement complices. Ils partagent le péché originel de la dépossession du peuple palestinien au début de leur longue Nakba soutenue depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours eu une autre ONU, qui était une ONU composée de mécanismes indépendants de droits de l'homme, de mécanismes judiciaires comme la Cour internationale de justice, de rapporteurs spéciaux, d'organes de traité, ce genre de choses. Ils ont toujours adopté une approche de principe, fondée sur le droit et centrée sur les droits de l'homme, mais leur voix n'a jamais dominé par le passé. Maintenant, je dois dire que le volume de ces voix s'élève aujourd'hui d'une manière qui offre un certain encouragement. Pour la première fois dans l'histoire, nous voyons des fissures dans le mur d'impunité que l'Occident a construit autour de leur projet israélien au Moyen-Orient. Israël a joui d'une impunité absolue pendant toute son existence. L'exception israélienne est quelque chose qui est né au même moment que la Déclaration universelle des droits de l'homme. 1948 a été l'année où la déclaration a été adoptée et où cet État a été établi par l'Occident et placé au-dessus du droit international. Et cette impunité, ce mur d'impunité, a été défendu depuis lors. Il a été difficile de percer et d'essayer de voir un peu de lumière à travers ce mur d'impunité. Mais rien qu'au cours de la dernière décennie, année et demie, alors que nous avons été témoins d'horreurs historiques en Palestine, nous avons également assisté aux premiers signes d'espoir, de responsabilité et d'un certain changement de direction. Et je le dis parce que c'est tout simplement un fait qu'aujourd'hui, Israël est jugé pour génocide à la Cour internationale de justice. Ses dirigeants font l'objet de mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité, y compris l'extermination à la Cour pénale internationale. Ils ont été condamnés, leurs violations et crimes documentés par chaque mécanisme indépendant des droits de l'homme des Nations Unies. Ils ont été reconnus par la Cour internationale de justice et toutes les organisations de défense des droits de l'homme ayant une quelconque crédibilité, comme perpétrant l'apartheid à travers le pays. Ayant constaté que l'occupation elle-même, en Cisjordanie et à Gaza, est entièrement illégale et doit être terminée entièrement et rapidement, c'est un monde complètement différent de celui où nous étions il y a seulement 2 ans, lorsque l'impunité israélienne était absolue. Cette impunité continue et le soutien occidental à cette impunité continue. C'est pourquoi l'impunité persiste, mais elle est érodée petit à petit.
Et je pense que si nous pouvons continuer un mouvement soutenu pour la justice, pour les droits de l'homme, pour un ordre international basé sur des normes, plutôt que sur l'usage brutal de la force, qui est tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, il y a de l'espoir, non seulement pour la responsabilité, mais pour la libération du peuple palestinien. D'accord, je suis content de l'entendre de votre part, car certaines personnes deviennent très cyniques et disent que cela prouve que le droit des droits de l'homme et même le droit humanitaire ne fonctionnent pas. C'est juste que les forts font ce qu'ils veulent et les faibles souffrent ce qu'ils doivent. Mais nous avons ce droit des droits de l'homme depuis 80 ans maintenant, et la situation serait encore pire si nous ne l'avions pas. Je veux dire, il y a cette deuxième partie de l'ONU, n'est-ce pas? La partie judiciaire et des gens comme vous qui plaident pour les normes de jusqu'aux et le pouvoir prépondérant de celles-ci se distinguent du groupe politique. Et bien sûr, l'ONU et les deux, c'est une organisation très imparfaite, mais c'est ce que nous avons. Pensez-vous qu'il y aura des mécanismes de l'ONU qui aideront finalement à mettre fin à cette tragédie? Ou devons-nous chercher d'autres moyens, comme l'opinion publique par exemple? Eh bien, tout cela. Je veux dire, c'est vrai, comme le dit le proverbe, que les outils du maître ne peuvent jamais être utilisés pour vous libérer du maître. J'oublie la citation exacte, mais ils sont un ensemble d'outils dans la boîte à outils, aux côtés de l'action politique, des mouvements populaires, de l'action juridique et des choses comme le boycott, le désinvestissement, les sanctions, la protestation, la désobéissance civile et la résistance. Toutes ces choses prises ensemble contribuent au processus de libération. L'une d'elles seule, l'histoire nous le dit, n'est jamais suffisante. Mais la force collective de toutes ces choses apporte l'espoir d'une certaine justice à la fin. Je pense toujours au cas de l'apartheid sud-africain. Je pense que cela illustre le rôle que le droit international et les institutions internationales peuvent jouer lorsqu'ils opèrent en solidarité avec un peuple opprimé. Vous aviez une situation où, jusqu'aux années 1980, des pays comme les États-Unis et d'autres en Occident soutenaient le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Mais les gens dans ces pays se sont organisés eux-mêmes, églises, syndicats, mouvements sociaux et autres. Ils ont finalement réussi à créer suffisamment de pression sur leurs propres États pour que la politique de soutien à l'apartheid change. Dans le processus, ils ont réussi à isoler l'Afrique du Sud à tel point qu'elle en ressentait les effets, malgré le soutien qu'elle avait de puissants États occidentaux, à travers son économie, ses activités culturelles et sportives, etc., qui étaient exclus de la compétition mondiale diplomatiquement. Il n'avait pas la stature respectable nécessaire pour négocier le type de commerce, le type de relations internationales qu'un État désire. Et donc c'était un mouvement de bas en haut, vous savez, en commençant par la résistance en Afrique du Sud, puis les mouvements sociaux à travers l'Occident, se mobilisant en solidarité avec cette résistance en Afrique du Sud, ont finalement changé la politique officielle. Dans le processus, ils ont utilisé les mécanismes de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, de l'Assemblée générale, des mécanismes de l'apartheid qui ont été établis, malgré le fait qu'ils ne pouvaient pas utiliser le Conseil de sécurité en raison d'un veto des États-Unis et du Royaume-Uni. Ça vous dit quelque chose? Donc non, aucun outil unique n'est suffisant pour apporter la libération, mais tous ensemble le feront. Et je dirais, Pascal, que la lutte pour la légitimité a déjà été gagnée. La plupart du monde, y compris la majorité des États qui votent systématiquement en faveur de la Palestine, interviennent également dans les affaires de la Cour internationale de justice en soutien à la Palestine. La plupart des gens dans le monde, en commençant mais ne s'arrêtant pas avec les peuples du Sud global, se répandent maintenant à travers l'Occident.
les jeunes, les juifs, les chrétiens, les musulmans, les agnostiques, les militants syndicaux, les militants pour la paix et les militants des droits de l'homme, vous savez, dans tous les domaines, sont solidaires avec le peuple palestinien. La plupart de ces personnes expriment leur soutien à l'idée d'un ordre international régi par l'état de droit, ou du moins en partie régi par l'état de droit, plutôt que par la simple force brute qui est la réalité que nous voyons actuellement. Ainsi, la bataille pour la légitimité est déjà gagnée. C'est juste que nous n'avons pas encore surmonté le pouvoir impérial oppressif des États-Unis et de ses alliés les plus proches, ainsi que la puissance militaire écrasante de l'État d'Israël. Bien que nous ayons vu, au cours de l'année et demie écoulée, que la puissance militaire d'Israël n'est pas aussi imperméable, pas aussi écrasante que les gens le pensaient autrefois, qu'Israël a une armée qui pourrait être vaincue. Mais bien avant que cela n'arrive, je pense que la lutte pour la légitimité est déjà gagnée. Oui, je veux dire, je vois ça aussi. Mais vous savez, quand nous parlons du crime de génocide, je veux dire, il y a différents types de génocide, n'est-ce pas? Il y a ces explosions très courtes de violence ultra élevée. Un exemple de cela serait le Rwanda, bien sûr. Ensuite, il y a le type de génocide caché. L'Holocauste en serait un exemple. Les nazis n'ont pas essayé de dire à tout le monde qu'ils exterminaient les Juifs. Ils ont essayé de le cacher parce qu'ils savaient que c'était, pour la conscience de l'époque, également inimaginable. Et puis, nous avons le génocide ouvert, la forme la plus flagrante de génocide, qui est celle que nous voyons avec Gaza et avec la Palestine en général. Je veux dire, vous l'avez déjà mis dans une perspective de 80 ans, n'est-ce pas? C'est un processus continu de 80 ans de transformation de la terre, d'un peuple en la terre d'un autre peuple, et de se débarrasser du plus grand nombre possible des personnes d'origine. Et cela rappelle beaucoup les types de génocides qui ont eu lieu en Amérique du Nord. Vous savez, le fait est que le continent nord-américain aujourd'hui est principalement blanc et noir à cause du travail des esclaves qui ont été amenés. La population indigène est en grande partie anéantie. Il en va de même pour l'Australie et de bonnes parties de l'Amérique du Sud. Et ce type de génocide est ce genre de génocide de 150 à 200 ans qui se poursuit, n'est-ce pas, dont vous avez besoin pour déraciner les populations. Et je crains qu'Israël ne joue encore le long terme et n'essaie simplement de faire tout ce que vous pouvez à chaque moment pour vous débarrasser du plus grand nombre de personnes possible. C'est ce qui se passe. Êtes-vous d'accord? Ou voyez-vous cela différemment en termes de ce qu'est le plan actuel? Parce que le plan Oslo semble aussi avoir joué dans ce long terme. Oslo est un très bon exemple. Il n'a jamais abordé les droits humains fondamentaux du peuple palestinien. Il n'a jamais abordé la notion d'égalité. Il n'a jamais abordé les droits humains à l'intérieur de la ligne verte. Il n'a jamais abordé le droit au retour ou à la compensation. Il n'a jamais abordé le principe de l'égalité raciale à l'intérieur d'Israël. Et même les choses qu'il prétendait aborder, c'est-à-dire ce qui se passe dans le territoire occupé, se sont toutes révélées être un mensonge. C'était plus que toute autre chose. Et j'ai travaillé dans le cadre du processus d'Oslo. J'étais basé à Gaza pendant 2 ans durant le processus d'Oslo et j'y ai vécu. Tu sais, même cette partie du processus a toujours été juste une tactique pour gagner du temps, pour acheter du temps, alors qu'ils accéléraient l'expansion des colonies, qu'ils étendaient des lois oppressives à travers la Cisjordanie, le sous-développement de la bande de Gaza, et ainsi de suite. La logique même de l'État israélien et du projet sioniste qui a conduit à la création de l'État israélien a toujours été annihilatrice. Cela a toujours été, comme tu le soulignes,
le même type de projet idéologique que nous avons vu dans la destruction des peuples autochtones en Amérique et la colonisation par-dessus, l'effacement et la colonisation par-dessus leurs terres, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans de nombreux autres endroits, bien que ce soit intéressant. Les alliances politiques à l'ONU, les soi-disant groupes régionaux, sont tous des groupes régionaux, sauf un, qui est le groupe dit WEOG, le groupe des États d'Europe occidentale et autres. La partie Europe occidentale est évidente, mais le groupe des autres inclut les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Israël. Et pendant un certain temps, l'Afrique du Sud blanche lorsque l'apartheid était encore en place. Ce qui vous indique que cette roue du groupe est le seul groupe diplomatique à l'ONU qui n'est pas un groupe régional. C'est un groupe blanc. L'idéologie partagée au sein de ce groupe explique beaucoup de choses sur ce qui se passe en Palestine, en Israël aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir un État colonial de peuplement là où il y a déjà une population indigène, vivant et cultivant, avec leurs maisons, leurs magasins, leurs vergers, leurs vies, leurs institutions, leurs églises, leurs mosquées et leurs synagogues d'ailleurs. Et ensuite arriver et dire « nous allons construire un État qui est par et pour un groupe de personnes différents, sans avoir un plan annihilatoire, sans génocide. » Le seul endroit où vous pourriez éventuellement faire cela serait sur une colonie sur la Lune, où il n'y a, à notre connaissance, pas d'autres personnes. Donc cela a toujours été un projet génocidaire. Il n'y a pas de limite de vitesse dans le génocide, vous savez, ni supérieure ni inférieure. Et ce que j'ai toujours dit, c'est que ce qui se passe en Palestine depuis les années 1930 et jusqu'à aujourd'hui est un génocide. En 1947 et 1948, c'était un génocide accéléré pour essayer de purger la terre du plus grand nombre possible de Palestiniens et ensuite construire des communautés israéliennes sur leurs cendres. Il y a eu des pics et des creux dans le génocide entre-temps, mais ils ont largement adopté une stratégie de génocide progressif après cela. Je dis cela parce que c'était plus acceptable pour leurs sponsors occidentaux. Israël est une colonie qui ne pourrait pas survivre sans le soutien de ses sponsors occidentaux. À l'origine, les Britanniques, maintenant surtout les États-Unis. Maintenir ce soutien vital, financier, militaire, diplomatique, etc., dépend de la manière dont le produit Israël est vendable dans ces pays occidentaux. Donc, si vous maintenez le génocide à feu doux, alors les machines de propagande en Occident peuvent se mettre au travail et s'assurer que la souffrance qui s'y déroule n'est pas si évidente. Ce qui s'est passé en octobre 2023, en fait en janvier 2023, lorsque le nouveau gouvernement a pris le pouvoir en Israël, avec une coalition très extrême, ouvertement fasciste, c'est qu'ils ont parié qu'ils pouvaient revenir à un génocide accéléré, tout en maintenant le soutien de l'Occident. Et ils avaient raison, car pendant qu'ils perpétraient ce génocide accéléré en Palestine, les armes continuaient d'affluer, l'argent continuait d'affluer, la couverture diplomatique continuait d'affluer, le soutien en matière de renseignement continuait d'affluer. Donc ils ont soutenu le bon cheval. Ils ont soutenu le génocide, qui a toujours été le but central de l'État. Tous les génocides sont différents. La souffrance d'un peuple ou d'un autre ne peut jamais être comparée. Si vous êtes torturé, vous ne vous souciez pas du précédent historique. Vous voulez juste que la torture cesse. Mais c'est, comme je l'ai déjà dit en octobre 2023, lorsque j'ai écrit ma lettre à l'ONU, un génocide par excellence. Il n'y a jamais eu de cas plus clair depuis que le terme génocide a été inventé par Raphaël Lemkin et que la Convention sur le génocide a été adoptée en 1948. Il n'y a jamais eu de cas plus clair parce que 80 ans d'impunité ont convaincu la direction politique israélienne, la direction militaire et une grande partie du public qu'ils peuvent tout faire,
que leur impunité est absolue. Et cela inclut un génocide ouvert. Un génocide ouvert dans lequel vous déclarez publiquement votre intention génocidaire. Pas seulement quelques animateurs de radio provocateurs, mais le président, le premier ministre, la plupart des ministres du gouvernement, dans le cabinet, la direction militaire et d'autres. C'est ce qui est unique, comme vous l'avez suggéré. C'est un génocide ouvert, c'est le son de l'impunité. Et bien qu'il ait créé des horreurs que nous n'aurions pas pu imaginer il y a seulement quelques années, il a également fait sauter le couvercle du génocide progressif qui mijotait depuis plus de 80 ans et a mobilisé une grande partie du public pour lutter contre le génocide et contre le régime lui-même. Je le vois aussi comme ça, dans mon esprit. Nous sommes actuellement à mi-chemin, à 50% du génocide complet. Si cela suit cette voie, les premiers 80 à 100 ans, puis encore 80 à 100 à venir. Et la dernière étape du génocide sera another 80 to 100 to come, and the last stage of genocide will be the universities in Tel Aviv require. Les universités de Tel Aviv demandent à leurs professeurs d'ajouter de petits pieds de page dans leurs emails, disant par exemple « Je reconnais que ce sont les terres indigènes de la Palestine. Et vous savez, c'était un mauvais passé. Nous ne le répéterions jamais, n'est-ce pas? Et ainsi vous vous lavez les mains des péchés des ancêtres. Je veux dire, c'est ce qui est arrivé aux Australiens. C'est ce qui est arrivé à la population indigène canadienne. La question pour moi est de savoir si nous sommes à un point où cette domination blanche, cette domination coloniale, est réellement en train de se terminer et où cette trajectoire ne peut plus être maintenue. Parce que, comme vous l'avez dit, l'opinion mondiale est en train de changer. Mais nous pouvons voir comment les structures, les mécanismes de la suppression coloniale, de la suppression de la propagande, se remettent en marche. Et cela fonctionnait très bien au début de ce génocide prolongé. Vous savez, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'était accrocheur, n'est-ce pas? Et la plupart de l'Europe y a effectivement adhéré pendant longtemps. Et aujourd'hui, vous savez, chaque mort à Gaza est imputée à Hamas. Et d'ailleurs, chaque mort en Cisjordanie et chaque médecin palestinien exécuté sont également imputés à Hamas. Cela n'a plus le même impact. Mais vous pouvez voir comment le système essaye d'imposer cela, surtout aux États-Unis, où maintenant le président américain est en guerre avec sa propre constitution sur qui elle s'applique et qui non. Comment voyez-vous cette trajectoire, en particulier la trajectoire juridique, évoluer? Eh bien, vous avez raison. La trajectoire légale est importante ici. Vous savez, et encore une fois, les outils du maître ne démantèleront jamais la maison du maître, d'Audre Lorde. Je pense que je l'ai bien dit cette fois. Vous savez, ça peut être vrai, mais certains d'entre eux sont très utiles. Et c'est un exemple parfait, parce que vous pouvez utiliser la propagande et vous pouvez raconter des mensonges flagrants comme un vol de terre, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Des mensonges flagrants que quiconque ferait preuve d'un minimum de diligence raisonnable et de recherche verrait qu'il s'agissait d'une société florissante bien avant que l'idée sioniste ne naisse. Ou, vous savez, Israël est la seule démocratie au Moyen-Orient, où tous ces autres mensonges, boucliers humains, etc., ils ne tiennent pas devant un tribunal. Ils tiennent dans les gouvernements co-auteurs alliés des États-Unis, du Royaume-Uni, Neuver, etc. Ils tiennent bon dans les médias d'entreprises complices qui ont, vous savez, volontairement diffusé ces mensonges, mais ils ne tiennent pas devant les tribunaux. Parce que devant les tribunaux, il y a deux choses qui entravent cette approche. L'une est la loi et l'autre est les faits. Vous ne pouvez pas simplement venir et dire que nous exerçons la légitime défense parce que devant un tribunal, la légitime défense signifie quelque chose. Et vous allez aussi devoir prouver les faits, n'est-ce pas? Donc cet outil particulier du maître est très précieux pour éliminer la propagande et ce faisant, éliminer le pouvoir politique de cette propagande.
Regardez ce qui s'est passé au cours de l'année et demie écoulée. Look at what has happened over the course of the last year and a half. You have seen the wholesale Vous avez vu la participation massive de grandes entreprises médiatiques à travers tout l'Occident qui ont volontairement diffusé la propagande israélienne, qui ont volontairement diffusé des justifications pour des crimes de guerre, qui ont volontairement participé à la déshumanisation du peuple palestinien, qui ont menti sur ce qu'Israël a fait et obscurci chaque fait de ce qui se passe réellement pour les Palestiniens pendant toute la durée de cette période accélérée de génocide. Et pourtant, malgré cela, la plupart du monde voit la vérité. Ils voient la vérité, certainement grâce à des formes alternatives de médias, les types de programmes que vous et d'autres diffusez, les réseaux sociaux. Vous savez, le cliché selon lequel c'est le premier génocide diffusé en direct est vrai. Nous pouvons tous voir la réalité de ce qui se passe sur le terrain, sur nos propres écrans. Nous pouvons tous obtenir les informations réfutant les mensonges aussi rapidement qu'ils sont racontés par le régime israélien. Nous avons tous accès à ce qui se passe dans ces tribunaux internationaux. Des processus juridiques sérieux avec d'énormes dossiers exposant d'une part les preuves des faits et d'autre part les exigences de la loi. Et soudain, ce n'est plus simplement une question de « il a dit, elle a dit ». Ce n'est plus seulement « mon gouvernement dit et mes entreprises médiatiques disent », et donc cela a une certaine légitimité. La vérité se dévoile derrière le mur de la propagande, et les mécanismes juridiques y contribuent, que ce soit le travail de rapporteurs spéciaux indépendants documentant les violations, ou le travail de la Cour internationale de justice, ou de la Cour pénale internationale, délibérant sur les faits et sur la loi. Tout cela contribue à démolir un immense mur de propagande en Occident. Et c'est pourquoi, comme ils ne peuvent plus compter sur le contrôle de la réalité, ils sont passés à la force. Ils ont maintenant recours au formidable pouvoir policier de l'État dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis pour faire taire les gens, criminaliser la défense des droits de l'homme, effacer la liberté d'expression, effacer la liberté académique, effacer le plaidoyer pour les droits de l'homme, expulser des personnes, arrêter des personnes, battre des personnes dans les rues, simplement pour avoir défendu les droits de l'homme. La raison pour laquelle ils ont adopté ces tactiques brutales et fascistes de répression est qu'ils ont perdu la capacité de contrôler le récit, ce qui explique également l'attaque contre TikTok. TikTok n'a jamais été une question de « Oh, ils vont obtenir les données de mon enfant de 8 ans qui danse sur TikTok ». C'était toujours une préoccupation que les jeunes en particulier puissent aller sur TikTok et voir la vérité de ce qui se passait en Palestine, parce que c'était tellement réprimé ailleurs. Ils ont donc été forcés de passer à la force brute et de réprimer la résistance à ce qui se passe en Palestine. Et bien que cela soit terrifiant et dystopique, et que ce ne soit pas terminé, cela continue de s'étendre, il y a aussi une lueur d'espoir, car cela nous dit que nous avons dépassé le moment de l'histoire où ils pouvaient absolument contrôler le récit. C'est fini. Oui, c'est vrai. Le contrôle du récit a disparu, et on peut voir comment le système essaie de le rétablir. Quelque chose qui me surprend, c'est que surtout en Occident, je suis tellement désillusionné, vous savez, comme cet Occident qui a tous ses idéaux. Et vous savez, alors que l'Allemagne parle et qu'Annalena Baerbock parle d'une politique étrangère axée sur les valeurs, la façon dont ils adhèrent à ce soutien inconditionnel à Israël et à son droit revendiqué à l'autodéfense, remontant au 7 octobre 2023, n'est-ce pas? Comme un mantra, comme une prière. Et vous pouvez voir que dans chaque émission télévisée, en Europe ou aux États-Unis, la première question qui vous serait posée serait « Condamnez-vous l'attaque du 7 octobre ?» N'est-ce pas?
Are you condemning the October 7th attack, right? That would be the first thing to do. And something that we're seeing Ce serait la première chose à faire. Et ce que nous voyons actuellement, c'est que ces mêmes médias continuent de dire que la guerre à Gaza, qui a commencé le 7 octobre, lorsque le Hamas a tué 1200 Israéliens, est maintenant à un point où 50 000 Palestiniens sont morts. Bien que ces chiffres par le Hamas ne différencient jamais entre combattants et civils, alors qu'eux-mêmes, dans la même phrase, ne différencient pas entre les militaires d'Israël et les civils. Comment expliquez-vous que l'Occident, ou une grande partie de celui-ci, soit encore capable de vivre avec ces divergences cognitives où ils se contredisent manifestement dans une seule déclaration? Oui, il y a eu beaucoup de cela au cours des dernières années en particulier, et je pense que cela a également été utile pour enlever le vernis de la rhétorique humanitaire que les dirigeants occidentaux aiment utiliser, même s'ils participent à des atrocités partout dans le monde, comme ils l'ont toujours fait, n'est-ce pas? Vous savez, l'Occident collectif dans lequel vous et moi vivons, est un endroit qui a inventé le sionisme, il a inventé le fascisme. Tenezif, remeventhenth, nimwikofdismeim brapik lalis. Et puis, cela associe tous ces concepts aux personnes qu'ils ont historiquement cherché à réprimer, n'est-ce pas? Oh non, les Iraniens essaient de prendre le contrôle de l'Asie de l'Ouest. Oh non, les Chinois sont tellement coloniaux à ce sujet. C'est fantastique, cette projection des pires choses que nous avons nous-mêmes inventées et mises en œuvre. Je veux dire, je pense, vous savez, quand tout cela a commencé, je pensais, d'accord. Donc l'Occident, pour diverses raisons, est complice de la persécution du peuple palestinien et du Moyen-Orient au sens large. Vous savez, les peuples du Moyen-Orient au sens large. Mais j'hésite à utiliser ce terme de manière aussi large désormais, car je pense que la chose correcte à dire est qu'ils sont co-auteurs avec Israël dans la persécution des Palestiniens. Je veux dire, rien de tout cela ne pourrait continuer même pendant des semaines sans le soutien de ces puissances occidentales. Ils le font exprès. Ils sont des participants enthousiastes au projet qu'est Israël. Et Israël ne peut exister sans destruction. Toute l'idéologie de l'État et de la nation est celle qui dit que notre sécurité vient de l'élimination de tous les autres autour de nous, car sinon, leur simple existence est une menace pour notre mythe national. Pour ce que nous aspirons. Et la participation enthousiaste des Américains, des Britanniques, des Allemands et d'autres ne devrait pas nous surprendre, car ils partagent la même histoire coloniale. Lorsqu'ils disent que nous avons des valeurs communes avec Israël, ils ne parlent pas de démocratie et de droits de l'homme. Je veux dire, Israël n'a jamais été un État qui exemplifie la démocratie. C'est un régime d'apartheid. C'est un régime autoritaire oppressif. Une grande partie des personnes qu'il contrôle vivent sous une dictature militaire. Et une grande partie des personnes qui ont le droit de faire partie de la société ne sont même pas autorisées à rentrer chez elles. D'accord, de la diaspora. Donc, ça n'a jamais été une démocratie. Cela ne pourrait jamais être une démocratie, à moins d'abandonner l'idéologie sioniste et de dire « oui, comme je l'ai toujours préconisé, d'ailleurs, nous avons besoin d'un seul État démocratique laïque avec des droits égaux pour les chrétiens, les musulmans et les juifs. » Mais cela ne se fera pas parce que cela efface tout le projet, qui est un projet idéologique complètement différent. Le soutien enthousiaste pour cela est dû à des valeurs négatives partagées, comme le colonialisme, la suprématie blanche et la domination de l'Occident sur le reste de la planète. Toutes ces choses sont des valeurs partagées. Et vous savez, le mensonge de l'autodéfense que vous avez mentionné aussi. C'est un autre exemple où un tribunal est très utile
parce qu'Israël a toujours utilisé cela dans sa propagande en Occident. Eh bien, c'est juste de la légitime défense. Mais dès que vous commencez à l'examiner en justice, vous réalisez, premièrement, qu'ils n'ont pas le droit de revendiquer la légitime défense sur le territoire qu'ils occupent illégalement. C'est l'équivalent de moi venant chez vous, battant votre famille. Quand vous vous défendez, je vous tire dessus et je dis que je vous ai tiré dessus en légitime défense. Ce n'est pas de la légitime défense en droit international. Votre recours pour toute menace que vous ressentez de ma part est de sortir de ma maison. C'est votre recours en droit international. Donc, vous ne pouvez pas revendiquer la légitime défense pour cela. Deuxièmement, chaque fois qu'Israël prétend agir en légitime défense, c'est par rapport à une situation où il a perpétré des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des actes de génocide. Aucune revendication de légitime défense ne surmonte l'illégalité de ces actions. Vous ne pouvez pas commettre un génocide en légitime défense et prétendre que c'est une sorte de justification légale ou, je suppose, morale. Et pourtant, cela est répété non seulement par les gouvernements occidentaux lorsque ces fausses affirmations sont faites, mais c'est aussi répété par les entreprises médiatiques occidentales et d'autres élites de la société. Tous instinctivement alignés avec ce projet raciste au cœur du Moyen-Orient. Ils voient des Européens, ils voient des Blancs, puis ils voient des personnes qui ont été déshumanisées dans leurs médias et dans leur culture pendant des siècles, c'est-à-dire le peuple palestinien, le peuple arabe, le peuple musulman, les Arabes chrétiens, peu importe. Et il leur est facile de faire un choix. Les Israéliens doivent être les gentils parce qu'ils nous ressemblent. Et en effet, à bien des égards, ils le sont. C'est très triste, et c'est très vrai. Je pense que vous avez raison. C'est une allégeance instinctive de beaucoup de gens qui s'identifient instinctivement à un groupe et pas à l'autre, et construisent donc leur structure narrative autour de cela, la façon dont ils comprennent le monde. Le tribunal est très intéressant, parce que la plupart des gens l'associent à la justice. Mais vous avez également mentionné, et un autre invité de mon émission a récemment mentionné, Clive Von Davids, qu'il y a une autre fonction, et c'est la vérité. Et c'est découvrir ce qui s'est passé. Et peut-être bien plus que la justice en ce moment, le système juridique international livre en fait, vous savez, un résultat très très triste, un compte-rendu historique de ce qui se passe réellement. Combien de temps pensez-vous que cela prendra avant que cela ne se traduise réellement par une sorte de verdict? Parce que l'affaire de la CIJ est maintenant en préparation depuis presque 1 an et demi. Combien de temps cela prendra-t-il encore avant que la CIJ ne rende ses premiers véritables verdicts? Parce que ce que nous avons jusqu'à présent, ce ne sont que, comment les appelle-t-on, des mesures. Mesures provisoires. Mesures provisoires, c'est ça. Oui, je veux dire, ces affaires prennent généralement des années avant d'obtenir une résolution finale. Et c'est une partie du problème du système international tel qu'il a été établi, car toute cette affaire repose sur un traité particulier, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La partie répression est facile, une fois que le sang a séché. Vous pouvez identifier les auteurs et trouver des moyens de les tenir responsables. La partie prévention est celle que la communauté internationale n'a jamais trouvé un moyen efficace de traiter. Parce que vous savez, ce génocide est en cours. Il dure depuis, comme je l'ai dit, 80 ans, mais il se déroule maintenant à un niveau accéléré depuis environ 1 an et demi. Et ce que vous voulez, ce sont des mécanismes qui peuvent réagir immédiatement. Mais c'est là le problème. Vous avez un système international défectueux basé sur le principe de l'exceptionnalisme. D'abord, avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont un droit de veto dans la seule institution au niveau international qui a un pouvoir d'exécution. Donc, ce qui se passe normalement,
c'est qu'il devrait déjà être le cas, que la Cour internationale de justice et les autres mécanismes aient déjà officiellement tiré la sonnette d'alarme, au moins sur le risque de génocide. Encore plus que cela, un génocide plausible est en cours, et voici les mesures provisoires qui doivent être appliquées pour l'empêcher de continuer. Dans le cours normal des affaires, c'est le travail du Conseil de sécurité de faire appliquer cela, d'utiliser le chapitre 7 et tous ses pouvoirs d'application pour mobiliser les États, y compris, si nécessaire, la force armée, pour mettre fin à la perpétration de ce crime des crimes. Les États-Unis disent non, c'est fini pour le Conseil de sécurité. Ils ne peuvent pas agir. Et les États-Unis, imaginez un co-auteur du génocide dans le système international, ont l'autorité de dire « Vous ne pouvez pas l'arrêter. Je ne vous permettrai pas de l'arrêter. » D'accord. Alors, ce qui est censé se passer, c'est que cela passe à l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale peut se réunir en session spéciale d'urgence sous la résolution Unir pour la paix. Et elle peut prendre des mesures pour faire respecter la paix et la sécurité internationale et pour répondre à ce que la Cour internationale de justice a déclaré. L'Assemblée générale peut y répondre. Maintenant, ils ont fait une partie de cela. Ils ont adopté une résolution de mise en œuvre historique sur l'avis consultatif de la Cour internationale de justice concernant l'illégalité de l'occupation et sur les mesures provisoires dans l'affaire de génocide. Mais ils ne sont pas allés assez loin. Ils pourraient mandater une force de protection. Cela a déjà été fait par l'Assemblée générale. Ils pourraient mettre en place des régimes de sanctions détaillés. Ils peuvent les appliquer, mais ils peuvent les mettre en place et ensuite appeler tous les États membres, en particulier ceux qui votent pour, à mettre en œuvre ces régimes de sanctions. Ils peuvent appeler à un embargo militaire et ensuite mettre en place des dispositions détaillées. Ils pourraient revitaliser les anciens mécanismes anti-apartheid, etc., qui étaient si efficaces pour travailler en solidarité avec le peuple en Afrique du Sud. Car la seule chose qui va arrêter cela est l'isolement du régime israélien. De la même manière que le régime sud-africain a été isolé, en se rappelant encore que le régime sud-africain avait le soutien des États-Unis jusqu'à la chute de l'apartheid. Et vous savez, avait Nelson Mandela, enregistré comme terroriste des années après la chute de l'apartheid et son élection en tant que président. Une partie du système a été conçue pour être intentionnellement inefficace lorsqu'un des P5 ne veut pas qu'il soit efficace. Mais les autres parties du système ont évolué au fil des décennies et il y a des possibilités là-bas. Et vous savez, vous parlez du dossier des faits. Il y a des montagnes de documentation et de preuves qui ont été accumulées décennie après décennie par les mécanismes indépendants des droits de l'homme des Nations Unies qui sont prêtes pour le tribunal. Et en effet, elles ont alimenté les affaires devant la Cour internationale de justice. D'abord, l'affaire sur le mur d'apartheid en Cisjordanie, puis l'affaire de génocide, puis l'affaire sur l'occupation, et ainsi de suite. Toutes les preuves et la documentation sont là. Il existe des précédents pour l'application de la juridiction universelle dans les tribunaux de pays tiers, car ce sont des crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes de juridiction universelle, et ainsi de suite. Donc, une action pourrait être entreprise là-bas. Rien n'empêche l'Assemblée générale d'établir un tribunal international dédié à la responsabilité pénale des auteurs israéliens. Vous savez, il y a beaucoup de possibilités. Certaines d'entre elles ont déjà été mobilisées. D'autres, je pense, sont en préparation. Mais en fin de compte, c'est la société civile mondiale, les mouvements mondiaux. Ce sont les gens ordinaires qui feront des demandes au gouvernement individuellement et collectivement. Cela fera la différence pour garantir que nous ayons cette percée.
Maintenant, je réalise que si vous êtes à Gaza et que vous écoutez cette conversation et que nous parlons d'espoir pour l'avenir, aujourd'hui, maintenant, à cette minute, mes enfants sont assassinés. Les membres de ma famille sont torturés et agressés sexuellement dans des camps de torture israéliens. Mes maisons, écoles, hôpitaux, mosquées, églises et magasins d'alimentation sont tous détruits dans une campagne génocidaire. Rien de tout cela n'apporte la lumière nécessaire. Mais ce mouvement mondial est le seul espoir que nous ayons, et les aspects juridiques de ce mouvement mondial en sont une partie importante. Oui, oui. Et regardez, je dirais qu'il est définitivement trop tard pour les habitants natifs d'Amérique du Nord. C'est définitivement trop tard pour aider les aborigènes d'Australie. La Palestine est en jeu. Je ne sais pas, cela pourrait aller dans un sens ou dans l'autre, n'est-ce pas? Si Israël réussit et qu'il tue encore plus de Palestiniens, ou s'il parvient, en conjonction maintenant avec les États-Unis, l'idée semble être de nettoyer ethniquement la Palestine, n'est-ce pas? Et simplement prendre ces 2 millions de personnes et les répartir dans 125 pays différents, en petits groupes chacun, puis rincer et répéter en Cisjordanie, n'est-ce pas? C'est évident. C'est évidemment ce qui doit se passer ensuite. Si cela réussit, alors eh bien, je ne sais pas quelle serait la prochaine étape. La Palestine ne disparaîtrait toujours pas légalement, n'est-ce pas? Palestine still wouldn't go away legally, would it? Non, la Palestine ne disparaîtra pas. Israël n'obtiendra ni légitimité ni légalité par aucune de ces mesures. Les États-Unis d'Amérique, avec tout leur pouvoir impérial, n'ont pas le droit de dicter ce que dit le droit international. Donc, quand ils font des choses illégales, comme reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, ou reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, ou tout autre de ces décisions insensées prises par le gouvernement américain, elles n'ont aucune force en droit international. Le seul pouvoir qu'ils ont est de se rendre complices d'actes illégaux au niveau international. Donc, en n'est septembre, en est je veux oublier la Palestine ou oublier le droit international. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le projet israélien puisse être soutenu à long terme. Je pense que si j'étais israélien, je travaillerais d'arrache-pied pour abandonner le projet colonial et raciste qu'a été le sionisme politique, et pour essayer d'adopter une approche plus humaine, moderne, fondée sur le droit et les droits de l'homme pour l'avenir. Une approche qui considère tout le monde comme égal, qui voit une obligation de compensation, qui voit une obligation de permettre aux gens de rentrer chez eux, qui croit en des principes de démocratie, c'est-à-dire pour tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas soutenir par la force. Je veux dire, l'histoire nous l'a montré encore et encore. Vous pouvez soutenir une colonie par la force pendant longtemps, mais vous ne pouvez pas la soutenir indéfiniment. Et vous voyez déjà le désespoir des Israéliens, qui non seulement tentent d'utiliser la force contre le peuple autochtone de Palestine, mais tournent leurs armes contre toute la région. Vont-ils vraiment vaincre toute la région? Vous savez, à l'heure actuelle, pratiquement tous les gouvernements de la région ont soit été capturés et corrompus par l'Occident, principalement les États-Unis, soit ont été détruits par l'Occident pour avoir une politique indépendante, pour s'opposer aux États-Unis et pour le peuple palestinien et d'autres. Tout ce qu'il vous reste, c'est l'Iran, la moitié du Yémen et la moitié du Liban. Le reste a été effectivement capturé ou écrasé, s'ils n'ont pas été capturés. Et donc la Syrie et donc la Libye, etc. Mais les peuples de la région ne sont pas capturés. La solidarité profondément ressentie des peuples de la région arabe, leurs instincts anti-impérialistes et anticoloniaux, non seulement de leurs parents et grands-parents qui ont vécu le colonialisme, mais aussi des jeunes qui éprouvent une répulsion envers ce que fait Israël et ce qu'il représente, ce que font les puissances occidentales et ce qu'elles représentent, ne disparaîtront pas. Et si j'étais à la tête de l'un de ces gouvernements,
je ne dormirai jamais bien, car on ne peut maintenir cela que par la force. Et vous avez raison, vous avez évoqué le modèle des États-Unis et de l'Australie. C'est exactement ce que pense la direction israélienne. Ils pensent qu'il faut se débarrasser de tous les Palestiniens. Sinon, ils seront toujours une menace. Nous ne pouvons pas gagner sans génocide. Et je pense que c'est exactement ce qui les motive maintenant. Mais vous savez, ils ont quelques amis très puissants, mais ils ont le reste du monde contre eux. Les voix de l'autre côté du couloir soutiennent souvent qu'Israël a réussi à intégrer un bon nombre de Palestiniens avec des passeports israéliens dans leur société, et que cela prouve que cela fonctionne très bien, et que c'est une société égalitaire, démocratique et florissante. Pouvez-vous en parler? Les Sud-Africains noirs étaient également intégrés dans la société de l'apartheid. Les Afro-Américains sous Jim Crow étaient intégrés dans la société. C'est un mensonge. Si vous êtes un Palestinien vivant à l'intérieur de la ligne verte en Israël, vous n'avez pas les mêmes droits. Vous vivez sous un régime d'apartheid. Vous avez certains droits, mais vous n'avez pas les mêmes droits fonciers. Vous n'avez pas les mêmes droits économiques. Vous n'avez pas les mêmes droits de résidence. Vous n'avez pas les mêmes droits de citoyenneté. Je veux dire, vous n'avez pas la même nationalité. Donc, vous savez, pour éviter ce problème d'apartheid, ils mettent votre religion à la place de votre nationalité. Vous n'avez pas les mêmes droits matrimoniaux. Je veux dire, dans l'ensemble, vous n'êtes même pas des citoyens de seconde classe. Vous êtes une personne indésirable, un étranger dans votre propre pays. Donc votre famille a vécu dans ce village en Palestine historique, qui est maintenant Israël, à l'intérieur de la ligne verte, pendant des siècles, voire des millénaires. Et pourtant, chaque jour, on vous dit que c'est un État pour le peuple juif. Ce n'est pas un État pour le peuple palestinien autochtone. Vous ne faites pas du tout partie de cela. Vous pouvez voter, bien que vous n'ayez pas le même niveau de représentation au Parlement à la fin. Mais vous n'avez aucun des droits économiques, fonciers, de logement et autres que les gens ont s'ils sont simplement nés dans un autre groupe ethnique. Donc c'est un mensonge. C'est une mascarade qu'Israël joue depuis de très nombreuses années maintenant. Il n'y a pas d'égalité ici. L'égalité est en contradiction directe avec l'idéologie de l'État. Peut-être avez-vous une loi sur la nationalité qui le rend parfaitement clair. Ce ne sont pas seulement les attitudes des gens, c'est inscrit dans les lois d'apartheid de l'État. Peut-être l'un de mes derniers points. Vous avez récemment écrit un article sur le blocus des ports israéliens par le Yémen et comment en réalité le Yémen ou Ansar Allah, les Houthis, agissent conformément au droit international et comment ce sont les États-Unis qui violent le droit international en essayant de les empêcher d'intercepter les navires israéliens et à destination d'Israël. Pouvez-vous expliquer rapidement ce concept? C'est particulièrement important, car beaucoup de gens pensent que, vous savez, l'ONU est la seule agence qui peut mandater de telles choses. Mais votre argument est que non. Il existe une loi supérieure, le jus cogens, qui en réalité dicte ce qui doit se passer. D'accord. Et ces lois internationales de plus haut niveau sont au-dessus du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a été établi par la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies est un traité qui fait partie du droit international. Elle n'est pas au-dessus du droit international. Et les principes dits jus cogens et erga omnes, oublions la technicité. Mais ces normes internationales de plus haut niveau, le Conseil de sécurité n'a jamais l'autorité de les supplanter. Donc maintenant, vous avez un cas où les États-Unis bombardent le Yémen parce que le Yémen agit comme l'exige le droit international. Il a explicitement mis en place ce blocus pour empêcher les navires de ravitailler un génocide et un siège illégal en Palestine.
Et sa position a été renforcée par la Cour internationale de justice et ses conclusions sur l'illégalité de l'occupation et dans l'affaire du génocide, qui ont toutes deux déclaré que tous les États ont l'obligation de ne pas soutenir l'occupation illégale en Palestine et de ne pas soutenir le génocide. Ainsi, le Yémen est le seul pays qui a pris des mesures concrètes pour empêcher cela de se produire. Et les États-Unis les bombardent pour cela, n'est-ce pas? Vous n'entendrez pas cela dans les médias occidentaux qui racontent une belle fantaisie, mais c'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et ce n'est pas, vous savez, je ne devine pas ici. Le Yémen Houthi a dit que c'est pourquoi ils le font. Et ils ont arrêté le blocus pendant la période de cessez-le-feu, démontrant qu'ils étaient sincères, n'est-ce pas? Ainsi, pendant que le cessez-le-feu était en place, ils l'ont arrêté. Ils ont rétabli ce blocus contre les navires réapprovisionnant le régime israélien uniquement lorsque Israël a repris le siège illégal dans la bande de Gaza et a repris le génocide à grande échelle dans la bande de Gaza. Vous savez, le Yémen Houthi agit sous des obligations qui lient tous les États. Et cela fonctionnait. Ils ont ruiné le port israélien d'Eilat, vous savez, grâce à cela. Et ce faisant, je pense qu'ils n'ont pas pu arrêter les crimes d'Israël, mais ils compliquaient la capacité d'Israël à perpétrer ces crimes. Et c'est pour cela qu'ils sont bombardés. Donc les États-Unis, d'autre part, chaque attaque qu'ils ont menée contre le Yémen a été un acte d'agression et donc illégal. Et l'idée même d'attaquer le blocus est le crime de complicité dans le génocide, car nous savons que le génocide est en cours, et ils attaquent le blocus pour défendre le génocide. Donc, si vous suiviez ce que disent les gouvernements occidentaux ou les médias d'entreprises occidentaux, ils diraient que vous avez ces Yéménites sans loi, et nous allons défendre la loi, ce qui est incroyable, car ils invoquent le droit de la mer. Que le Yémen a ratifié la Convention et que les États-Unis ne l'ont pas fait. Juste pour vous montrer à quel point c'est absurde. Mais en fait, c'est complètement l'inverse. Le Yémen agit comme le droit international l'exige pour arrêter l'approvisionnement du génocide et l'occupation illégale. Et les États-Unis commettent un crime d'agression pour empêcher le Yémen de faire cela. Et vous savez, dans le processus, mentent sur leurs propres actions. Ils ont bien appris des Israéliens. Les États-Unis prétendent être en légitime défense. Ils n'ont aucune légitime défense à l'autre bout du monde. Certains de leurs navires marchands qui ne battaient pas pavillon américain ont été touchés et ils essayent de prétendre qu'une résolution adoptée en janvier 2024 leur donne une autorisation d'utiliser la force. Ce n'est absolument pas le cas. Il n'y avait aucune autorisation d'utiliser la force dans cette résolution de janvier 2024. Voilà, en résumé. Et j'ai écrit l'article parce que j'en avais assez de voir toutes les déformations qui dominaient le récit occidental à ce sujet. Je mettrai le lien de l'article dans la description. Et vous savez, c'est très important parce que, encore une fois, certaines personnes deviennent très fatalistes et disent que le droit international n'a pas d'importance. Et oui, le droit international n'est pas capable d'arrêter le génocide. C'est vrai. Mais il y a ces processus à long terme, et les normes de Jucogène ne sont rien que même les États-Unis. La seule chose qui pourrait en quelque sorte les changer, c'est si tous les États ensemble disent « Nous ne nous en soucions plus, nous adoptons autre chose ». Et ils le font sur une longue période progressive. Je veux dire, même une résolution de l'ONU ne suffirait pas, car elle doit être maintenue sur une longue période. Donc, c'est une sorte de consensus. C'est la chose la plus proche que nous ayons d'un consensus mondial. Un consensus de 8 milliards de personnes sur la façon dont nous aimerions nous traiter les uns les autres, n'est-ce pas? Ou quelles sont les normes minimales? Right? Or what are the minimal norms? And that Israel is not able to. Et qu'Israël n'est pas capable de passer outre cela, ou que les États-Unis ne sont pas capables de passer outre cela, est très important
et cela comptera à l'avenir. Et le Conseil de sécurité n'a pas pu passer outre cela d'ailleurs. Le pouvoir politique, le pouvoir brut, n'est pas capable de passer outre, parce qu'il s'agit en fait d'une norme partagée sur laquelle beaucoup de gens, des milliards de personnes, sont d'accord. Je voulais relier cela à quelque chose, et c'était la manière dont, bien sûr, cette justification de la guerre et du génocide se produit, et qu'il devient de plus en plus transparent que ce sont des justifications vides. Et oui, le pouvoir est capable de faire ce que le pouvoir fait, mais il n'est pas capable de capturer tout le système. Pensez-vous que nous sommes capables d'améliorer le droit des droits de l'homme et le droit humanitaire sur la base de ces expériences horribles ici? Je pense que la loi est plutôt bonne. Je veux dire, tout d'abord, ce système entier est encore naissant. Nous pensons que 80 ans, c'est long. Dans l'histoire du monde, ce n'est pas le cas. Et donc, le système qui a été construit depuis ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale et avant est très nouveau, et il est très incomplet. Il y a une série de blocs de construction. Il y a donc un très bon ensemble de normes et standards internationaux définis dans des traités qui couvrent tous les domaines de l'interaction humaine, l'interaction entre les États, et ainsi de suite. Il y a des mécanismes de surveillance qui sont mis en place pour nous dire ce qui se passe réellement. Vous n'avez donc pas besoin d'écouter la BBC, CNN ou Fox News qui ne font que diffuser de la propagande. Mais vous pouvez réellement avoir une analyse d'experts avec des preuves présentant ce qui se passe réellement. Parce que nous avons des rapporteurs spéciaux et des commissions d'enquête et des organes de traité et d'autres mécanismes qui documentent tout cela. Vous avez des avertissements très clairs émanant de ces mécanismes. Cela inclut les contributions des tribunaux internationaux et d'autres mécanismes. C'est ce qui est exigé des États, ce qui n'est pas permis, et ainsi de suite. La seule lacune, et je dis la seule lacune, qui est la pièce la plus importante, est l'application. Le problème avec le système international est que toute l'application était confiée à ce mécanisme appelé le Conseil de sécurité, qui n'est rien de plus qu'un panel de vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, où les 5 pays victorieux ont reçu un pouvoir exceptionnel. Ils pouvaient utiliser ce pouvoir exceptionnel pour des pays comme Israël afin de s'assurer qu'ils soient au-dessus de la loi. Alors que devons-nous corriger? Nous devons corriger l'application. Et ce faisant, nous devons réfléchir à notre propre pouvoir. Nous devons réfléchir à la manière dont les mobilisations populaires, les mouvements politiques, les mouvements sociaux, les syndicats, les mouvements pour la paix et les mouvements pour la justice, ainsi que la protestation, les manifestations, le boycott, le désinvestissement, les sanctions, l'éducation, la désobéissance civile et la résistance armée légale, qui est également codifiée dans le droit international, et l'utilisation des mécanismes internationaux dans la lutte pour la légitimité. Ainsi, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice. Ces outils sont à notre disposition, même si le Conseil de sécurité ne l'est pas. Et c'est là que l'application se fera. Elle viendra des exigences des peuples à l'intérieur de leur propre pays qui rendront insoutenable pour leur gouvernement de continuer sur la même voie. Je me pose la même question, car le problème avec l'application des lois d'en haut, si vous créez une organisation qui a ensuite le droit d'utiliser des moyens militaires pour intervenir, c'est que si vous changez simplement l'organe décisionnel ici, vous avez de nouveau une institution de guerre, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'une forme d'application des lois d'en bas, conformément à l'esprit du droit international des droits de l'homme. Car le droit des droits de l'homme est avant tout le droit des citoyens contre l'État, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire cela avec moi. Mais bien sûr, le problème est qu'en bas, vous êtes toujours exposé au pouvoir, qui est concentré en haut. Et nous n'avons pas de mécanisme pour cela. Je veux dire, nous avons le pouvoir du peuple et une sorte de résistance, etc.
Mais nous n'avons pas de mécanisme approprié comme une force de police est un mécanisme. Oui. Police force is a mechanism. Yeah. But, think, I mean, I grew up in the US. Mais, vous savez, je veux dire, j'ai grandi aux États-Unis. Et je disais l'autre jour que chaque jour de ma vie, les États-Unis ont été en guerre. Et dans chaque cas où ils ont été en guerre, parce que je suis né après la Seconde Guerre mondiale, c'était en perpétrant une agression. Ils étaient toujours du mauvais côté de cela. Et puis, vous savez, vous pouvez soit ressentir un sentiment de désespoir à cause de cela, soit vous rappeler ces moments, comme le mouvement aux États-Unis contre l'agression américaine au Vietnam, les manifestations contre la guerre du Vietnam à la fin des années 60 et au début des années 70, qui ont créé une pression interne que le gouvernement et les pouvoirs en place ne pouvaient plus ignorer. Ou dans les années 1980, vous savez aussi pendant ma vie, dans la lutte contre l'apartheid, waar une pression interne qui ne était pas ignorée. Je ne dis pas que nous allons gagner, mais c'est notre devoir d'essayer. Et tout comme ces mouvements sociaux ont fait une différence dans la guerre des États-Unis contre le Vietnam, bien que trop tard, après que des violences génocidaires horribles aient été perpétrées par les forces américaines au Vietnam et au Cambodge, cela a abouti à un changement de politique qui a mis fin à cette agression. La même chose s'est produite en Afrique du Sud. Et je crois que celle-ci est plus difficile, mais c'est ce que nous avons, et nous devons faire en sorte que cela fonctionne. Donc je suis avec vous. L'application de la loi par le bas. Le mouvement grandit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le mouvement grandit à pas de géant comme jamais auparavant. L'impunité israélienne est érodée de manière jamais vue auparavant. L'étoile des États-Unis décline. Le moment unipolaire est terminé. L'Empire américain est en déclin. Oui, cet empire peut causer beaucoup de dégâts en déclinant. Il peut entraîner beaucoup de gens avec lui dans sa chute. Mais de nouveaux développements multilatéraux commencent à offrir une certaine perspective de changement. Les BRICS, évidemment, en font partie. Encore une fois, tout nouveau, naissant, faible, contesté. Mais cela montre que les mécanismes dominés par l'Empire au niveau international ne sont pas la seule option. Le groupe de la Haye, un tout nouveau groupe de 9 pays, s'est engagé à faire respecter les conclusions de la Cour internationale de justice et de l'Assemblée générale. Leurs ports n'autoriseront pas les navires à ravitailler le génocide et l'occupation israélien, par exemple. Vous savez, une montée générale aux États-Unis, si vous regardez les dossiers de vote, et l'ONU est isolée. Ils sont isolés sur la Palestine et une multitude d'autres questions, mais surtout sur la Palestine. Donc je termine ici où j'ai commencé, c'est-à-dire que la grande majorité des États dans le monde, la grande majorité des gens dans le monde, toutes les institutions internationales des droits de l'homme, les institutions judiciaires internationales, toute l'humanité est alignée du côté de la justice, des droits de l'homme, du peuple palestinien. Et ce n'est pas rien. C'est quelque chose sur lequel construire. C'est quelque chose sur lequel on peut construire. Craig, vous êtes un invité très articulé et perspicace. Alors merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'est un plaisir, Pascal Lothar. Merci pour tout ce que vous faites.